Vous connaissez certainement la Grande Muraille de Chine. Mais saviez-vous que le pays en a récemment érigé une seconde? Celle-ci, toutefois, n'est ni bâtie en briques ni en pierre, et ne sert pas à repousser des envahisseurs. Elle est constituée de végétation, et constitue le dernier rempart contre un phénomène qui, lentement mais sûrement, gagne du terrain: le sable. Cette immense barrière entoure l'âpre désert du Taklamakan, situé dans la région nord-ouest du pays. Cette vaste étendue couvre près de 340 000 km², soit à peine moins que l'Allemagne. Elle présente des dunes colossales, dont certaines dépassent les 90 mètres de hauteur, ce qui excède la taille d'un gratte-ciel de 30 étages. Les températures y sont extrêmes, avec une chaleur accablante en été, souvent proche des 40 degrés Celsius. Ce ne sont cependant ni sa taille ni sa température qui rendent ce désert si redoutable, mais sa mobilité. En effet, il s'agit du second plus grand désert de sable au monde. 85% de sa surface est composée de dunes transportées par le vent. Le sable engloutit continuellement routes, villages et terres agricoles sur son passage. Les voyageurs les plus audacieux qui traversent ce désert en voiture ou en bus peuvent réellement observer le sable se déplacer sur la chaussée. Ils remarquent aussi, à l'horizon, une curiosité: des buissons verts. Ne vous y trompez pas, il ne s'agit pas d'une oasis, mais de la nouvelle Grande Muraille, ou plutôt du Mur Vert, un projet colossal visant à combattre la désertification et à maîtriser les tempêtes de sable. Mais est-ce véritablement si crucial? Assurément. La Chine lutte depuis longtemps contre l'avancée du désert, notamment parce que le pays a un besoin impératif d'espace. En effet, la Chine est l'une des nations les plus peuplées au monde, talonnant de près l'Inde. Vous pourriez alors penser, leur territoire est immense, il y a donc largement assez de place pour tous. Techniquement, c'est exact. Nous parlons en effet d'un pays qui s'étend sur plus de 9 millions de km², soit presque la superficie de l'Europe entière. Bien que la Chine soit vaste, une grande partie de son territoire n'est pas exploitable. Une portion considérable du pays est constituée de zones arides, peu propices à la construction et faiblement peuplées. On compte 12 déserts majeurs, qui couvrent près de 20% de la superficie nationale. Cette situation tend à s'aggraver, car ces terres, stériles, continuent de s'étendre. À l'avenir, les déserts pourraient occuper jusqu'à 44% du pays. La capitale, Pékin, n'est pas épargnée. Elle est déjà régulièrement frappée par de violentes tempêtes de sable, contraignant les habitants à se confiner chez eux pour échapper à une pollution atmosphérique intense. Depuis des années, les déserts chinois progressent à un rythme supérieur à 3300 km² par an. La région du Ningxia, située au nord-ouest, en est un exemple frappant. Encerclée par 3 grands déserts, elle lutte contre la désertification depuis plus de 60 ans. En 2010, 57% de son territoire était déjà affecté. Ce n'est pas qu'un simple désagrément. La désertification anéantit les terres agricoles, compromettant la production alimentaire. Elle contraint également les populations à abandonner leurs villages, progressivement engloutis par le sable. Les autorités œuvrent activement pour reloger ces populations dans des zones plus sûres. Pour ceux qui décident de rester, la vie devient difficile. L'agriculture, par exemple, se révèle de plus en plus complexe. Les cultivateurs de Tongunaware racontent qu'enfant, ils n'avaient qu'à creuser jusqu'à environ 2 mètres pour atteindre les nappes phréatiques. Aujourd'hui, ils doivent forer jusqu'à 5 mètres. De plus, la terre étant désormais moins meuble et moins fertile, ils sont contraints d'employer davantage d'engrais pour leur culture. Mais pourquoi cette dégradation? La désertification ne résulte pas d'une cause unique, mais plutôt d'un ensemble de facteurs conjugués. En Chine, les études révèlent que près de 20% de la responsabilité revient à l'augmentation des températures mondiales. Certes, les déserts sont déjà des milieux naturellement sujets à la sécheresse, mais la montée de la chaleur aggrave considérablement ce phénomène. Il est d'ailleurs avéré que les précipitations sont désormais bien moins abondantes qu'il y a 50 ans. Cette perturbation climatique touche principalement le nord-est et le nord-ouest du pays.
Cependant, dans les zones proches du désert de Muhus, situé au centre-nord, un autre facteur contribue à accentuer l'aridité: l'activité humaine. Le raisonnement est simple: plus la population augmente, plus la désertification progresse. Entre 1997 et 2008, la Chine a vu sa population croître d'environ 100 millions d'habitants. Cette augmentation engendre des besoins accrus en nourriture, en espaces cultivables et en ressources naturelles. Pour y répondre, on déboise massivement, on défriche pour l'agriculture et on exploite intensivement les ressources environnantes, dépouillant ainsi la terre de tout ce qui lui permet de rester fertile. C'est ainsi que la désertification s'accélère. Ce phénomène ne concerne pas seulement la Chine, il peut aussi avoir des répercussions mondiales. En effet, le sol renferme une grande quantité de carbone. Lorsque la Terre se dégrade, elle perd non seulement sa capacité à le retenir, mais peut même le libérer dans l'atmosphère. Or, l'augmentation de ce carbone atmosphérique contribue au réchauffement climatique, dont nous connaissons tous les conséquences dramatiques. Heureusement, plusieurs solutions permettent d'éviter que la Chine ne devienne un immense désert. Parmi elles, les autorités ont proposé la construction du mur vert, que nous avons évoqué dans le désert du Taklamakan. En plantant une vaste quantité d'arbres, d'arbustes et autres végétaux autour des déserts, elles parviennent à limiter les tempêtes de sable. L'action du vent et du sable à la périphérie du désert est intense, provoquant une expansion constante des dunes vers l'extérieur. Or, cette ceinture végétale joue également un rôle protecteur pour les infrastructures. En stabilisant les marges du désert, elle préserve des éléments essentiels tels que les voies ferrées et les routes. Ériger une telle barrière représente un exploit d'ingénierie colossal. Le premier défi majeur réside dans l'immensité du désert qu'il faut contenir, une étendue considérable. Par ailleurs, la hauteur des dunes constitue un autre obstacle, certaines atteignant des tailles vertigineuses. Les plus hautes rivalisent avec un gratte-ciel de 100 étages. De surcroît, les ingénieurs doivent y concevoir des solutions pour permettre à cette ceinture verte de prospérer dans un climat aride où la reforestation semble quasiment impossible. Ce projet ne saurait donc se concrétiser du jour au lendemain. Rien que pour le désert du Taklamakan, il a fallu 40 ans pour achever les 2800 premiers kilomètres de cette ceinture végétale. Pour le reste, une équipe de 600 000 personnes a été mobilisée afin de planter des espèces adaptées au désert, telles que le peuplier de l'Euphrate, le saule rouge et les arbustes aloxylons. En parlant de cela, les plantes utilisées dans ce projet génèrent elles aussi des opportunités économiques. Prenons l'exemple de la cistanche deserticola, surnommée le ginseng du désert. Cette plante s'épanouit particulièrement bien dans les milieux arides et se vend facilement, puisqu'elle est traditionnellement employée dans la cuisine chinoise. Au-delà des végétaux, des bases solaires sont également installées aux abords du désert. La mise en place de panneaux photovoltaïques ne se limite pas à la production d'énergie. Elle contribue à stabiliser les dunes de sable pour les empêcher de se déplacer. Cette vaste barrière artificielle, qui s'étend sur près de 3200 km autour du désert du Taklamakan, a été achevée en novembre 2024. Les efforts constants des ingénieurs ont porté leurs fruits, puisque la surface du pays couverte par les déserts est passée de 27,2% à 26,8% au cours de la dernière décennie. C'est remarquable, mais qu'est devenu tout ce sable? Il ne s'est pas volatilisé. On peut plutôt dire qu'il a été efficacement contenu. Le sable, autrefois en mouvement constant, ne s'étend plus, ce qui signifie qu'il cesse de gagner du terrain sur les terres environnantes. La lutte contre la désertification est loin d'être achevée, mais une chose est sûre, la Chine ne se contente plus de lutter contre ces déserts, elle commence à les maîtriser. Il y a quelques années, en 2019, les habitants d'Australie discutaient avec enthousiasme d'une vieille idée. Utiliser l'excédent d'eau de crue du nord du pays pour aider les régions arides à l'ouest et au sud. Ce projet portait le nom de New Bradfield Scheme. Il avait vu le jour pour la première fois dans les années 1930. L'idée consistait à capter l'eau de crue du nord et à la déplacer vers le sud et l'ouest. Mais le plan initial n'a jamais véritablement vu le jour. Au fil des années, de nombreux experts ont affirmé qu'il ne fonctionnerait pas. Ils pensaient que c'était trop cher et trop compliqué à construire, même si cela pouvait potentiellement aider à résoudre les problèmes de sécheresse dans les régions arides du Queensland. L'idée originale était loin d'être neuve. C'est un ingénieur nommé John Bradfield qui y avait pensé.
Ils voulaient pomper les eaux de crue des rivières du nord du Queensland, afin de les acheminer vers l'intérieur, jusqu'au lac Eyre, l'un des endroits les plus arides d'Australie. Il avait prévu d'utiliser des barrages, des pompes, de très gros tuyaux et même des tunnels pour transporter toute cette eau au-delà de la Great Dividing Range, une chaîne de montagnes australiennes. Le plus grand barrage aurait porté le nom de Hell's Gate, et Bradfield le voulait 2 fois plus grand que ce qui était initialement prévu. De cette façon, les pompes et la gravité pourraient aider à déplacer l'eau au-delà de la Great Dividing Range. L'eau coulerait vers le sud et contribuerait à irriguer les terres agricoles près de lieux comme Hugenden. Elle modifierait le climat, ferait pleuvoir davantage et transformerait cette terre aride en ferme verdoyante. Finalement, elle atteindrait le lac Eyre et transformerait le désert en une région verte et fertile. Ainsi, l'Australie pourrait produire plus de nourriture, la vendre à d'autres pays et créer davantage d'emplois. Son espoir était que la région devienne ainsi le grand garde-manger du pays. Pendant un certain temps, les gens parlèrent trop beaucoup de son projet, l'idée leur plaisait. Ils pensèrent que cela pouvait changer le fonctionnement de l'agriculture. Et certains croyaient même que la nature avait déjà prévu que les terres puissent être remplies d'eau. Le lit des rivières et les lacs asséchés n'attendèrent qu'à être utilisés. Ils disaient même que les pluies tombèrent du mauvais côté des montagnes et que le plan de Bradfield serait une bonne solution. Mais lorsque les autorités se penchèrent sur cette idée, elles découvrirent de gros problèmes. Le principal était que tout cela allait coûter extrêmement cher. De plus, il n'y avait pas assez de scientifiques ou d'ingénieurs pour mener une enquête complète. Le terrain était trop sec et inhospitalier. Personne ne savait si cela fonctionnerait vraiment. Par exemple, quelle quantité d'eau pensait-on pouvoir acheminer? En outre, certaines des mesures de Bradfield étaient incorrectes, notamment la hauteur des barrages. Ainsi, en 1947, le projet fut officiellement abandonné, car, disait-on, même si on parvenait à le mener à bien, cela n'en vaudrait pas la peine. Après tout, même des endroits situés à proximité de l'océan, par exemple certaines régions du Chili, restent toujours extrêmement secs. Donc un grand lac ne donnerait pas forcément plus de pluie. Et pourtant, en 2019, un parti politique a relancé l'idée, avec une version mise à jour, qu'on a baptisée le New Bradfield Scheme. Il voulait réessayer le projet, mais avec quelques modifications pour le rendre plus performant. Leur plan comprenait les étapes suivantes. Prendre de l'eau des rivières South Johnstone, Tully, Herbert et Burdekin. Stocker cette eau en utilisant un grand barrage du nom de Hell's Gate. Mais cette fois, ils voulaient que le barrage soit 2 fois plus haut que dans le plan d'origine. Laisser l'eau s'écouler au travers de tunnels, en utilisant la gravité au lieu d'utiliser des pompes, faire passer l'eau sous les montagnes et jusqu'à la rivière Warrego dans le sud du Queensland. Utiliser l'eau pour cultiver des récoltes dans des endroits secs au sud et à l'ouest de Hugenden. Une vaste zone, plus grande encore que la Tasmanie. Et faire de cette région un immense garde-manger. Ils n'ont toutefois pas indiqué combien coûterait l'ensemble du projet, mais ils ont promis de dépenser 20 millions de dollars pour permettre à l'Agence scientifique nationale d'Australie de vérifier si tout ça pourrait fonctionner. Il s'agissait là de très bonnes idées, mais pendant plus de 80 ans, de nombreux experts n'ont cessé de dire que ça ne fonctionnerait pas. Pourquoi? En 1941, Bradfield a dit que son idée coûterait 40 millions de livres sterling. Aujourd'hui, cela représente environ 3,2 milliards de dollars. Et la nouvelle version du plan pourrait coûter plus de 15 milliards de dollars et prendre plus de 10 ans à réaliser. De plus, les personnes qui se soucient de la nature sont inquiètes. Selon elles, détourner l'eau de son parcours habituel nuirait aux animaux et aux plantes. Parmi les conséquences, le développement, dans des zones où elles sont encore absentes, d'espèces invasives. Cela pourrait en outre perturber les rivières et les océans où vivent les poissons et d'autres animaux. Cela pourrait même nuire aux villes et aux entreprises installées près des côtes et qui dépendent de ces cours d'eau naturels. Néanmoins, certains voulaient vraiment croire en l'idée et pensaient qu'elle valait la peine d'être mise en œuvre, surtout pour aider les agriculteurs et résoudre les problèmes de sécheresse. Cependant, en 2022, le gouvernement a décidé de cesser d'essayer de résoudre le problème de la sécheresse dans l'ouest du Queensland avec le Bradfield Scheme. Les experts ont examiné le plan de près et ont déclaré qu'il ne fonctionnerait tout simplement pas. Le problème? L'afflux n'est pas assez constant et le projet n'est donc pas réaliste. Apparemment, le coût du nouveau plan aurait dépassé les 30 milliards de dollars, une somme énorme. Vous pourriez vous acheter une flotte de jets privés et de yachts de luxe avec cette menue monnaie. Ainsi, les experts disent donc qu'il faudrait énormément d'eau pour dépenser de telles sommes d'argent, mais il n'y en a tout simplement pas suffisamment. Au lieu d'un grand projet unique, d'autres personnes ont suggéré de réaliser de plus petits projets hydrauliques
plus proche des endroits où se trouve de la pluie et les cascades. Ces projets, qu'on a appelés les mini-réseaux Bradfield, se situeraient à 4 endroits différents le long de la côte du Queensland. L'idée, c'est que ces installations partagent chacun leur eau lorsque certains endroits viennent à en manquer. Des scientifiques ont examiné le plan et sont tombés d'accord. Même si tout se passait très bien, le Bradfield Scheme causerait toujours des problèmes et coûterait beaucoup trop cher, tandis que le projet des mini-réseaux d'eau semble plus plausible. Ils pensent que les zones sèches à l'ouest des montagnes s'en sortiront mieux ainsi, sans le projet Bradfield. Il existe des moyens plus simples et moins coûteux pour aider ces endroits à se développer et à obtenir de l'eau. Ainsi, le grand projet a été abandonné, et il se tourne maintenant vers des idées plus ingénieuses et plus modestes pour venir en aide aux agriculteurs. Et la question est assez urgente. L'Australie est un endroit extrêmement sec, l'un des lieux habités les plus secs au monde. En période de sécheresse, il n'y a pas beaucoup d'eau disponible. Cela signifie que les fermes ne produisent pas autant de nourriture, ce qui peut causer de nombreux problèmes. À l'avenir, les sécheresses sont susceptibles de se produire plus fréquemment et d'être plus sévères. C'est pourquoi il est nécessaire de commencer à se préparer dès maintenant. Des experts travaillent aujourd'hui sur un projet portant le nom de Drought Resilience Mission. Ils essaient de comprendre comment mieux gérer les sécheresses à l'avenir. L'un d'eux a calculé combien les sécheresses coûtent réellement à l'Australie. Et ces recherches indiquent à ce que les périodes sèches peuvent nuire à de nombreux secteurs. Les exploitations agricoles, les emplois, les villes, et même l'ensemble du pays. Quand il n'y a pas de pluie pendant une très longue période, certaines villes peuvent effectivement manquer d'eau. On appelle cela un jour zéro. Les arrivées d'eau des habitations sont tout simplement fermées, car il n'y a tout simplement plus d'eau. En 2020, une ville du Queensland, Stanthorpe, a atteint son jour zéro, et 50 autres villes étaient sur le point d'en faire autant. Lorsqu'une telle situation se produit, la seule façon d'obtenir de l'eau est de l'acheminer par camion, et cela coûte extrêmement cher. Stanthorpe a dû recevoir environ 40 camions d'eau chaque jour pendant 1 an et demi. Cela leur a coûté environ 800 000 $ par mois. Au final, ils ont dépensé plus de 14 millions de dollars uniquement pour avoir de l'eau. Heureusement, il a recommencé à pleuvoir et les barrages se sont à nouveau remplis. Mais les autorités travaillent sur des moyens d'empêcher que ce genre de choses ne se reproduisent. Elles veulent que les villes soient toujours prêtes et ne manquent plus jamais d'eau à l'avenir. Parce que la sécheresse ne perturbe pas seulement l'approvisionnement en eau, elle peut aussi nuire à la santé des gens. Quand tout s'assèche, les plantes disparaissent et le sol se dessert. Ensuite, le vent soulève la poussière en d'immenses tempêtes. Ces nuages de poussière peuvent voyager très loin, même jusqu'à des grandes villes comme Sydney. Et c'est ce qui s'est passé en 2018. L'air était si mauvais que les enfants, les personnes âgées et les personnes souffrant de problèmes respiratoires couraient de graves dangers. La poussière a détruit des récoltes et même modifié certains aliments, les rendant dangereux pour la santé.